Radio Papote, la radio anti-hip-hop. La radio anti-hip-hop. Radio Papote, la radio anti-hip-hop. La radio anti-hip-hop. Hip-hop. Vous écoutez 48 FM, vous êtes avec SNK pour une émission spéciale 3 du 12 en cette journée internationale des droits des personnes handicapées. Nous sommes toujours avec notre incroyable public parmi nous et nous accueillons autour de la table des nouvelles personnes. Madame Marlière du Conseil supérieur national des personnes handicapées, bonjour. Madame Orlin Dunia. Bonjour. Monsieur Sauvage du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, bonjour. Bonjour. On accueille aussi Monsieur Serret, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Duboulin. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour discuter de la participation politique des personnes en situation de handicap. Peut-être commencer par un petit tour de table pour vous présenter aux auditeurs et auditrices afin d'expliquer en quoi cette thématique vous concerne particulièrement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer. Vas-y, Pierre. Moi, je m'appelle Pierre Serret et c'est une thématique qui m'intéresse vraiment. Depuis une dizaine d'années, je vais à des réunions aussi bien au CCPH qu'à la VIC pour faire évoluer le monde du handicap. Parce que je trouve qu'on peut toujours en faire un peu plus pour nous faire reconnaître et faire évoluer notre cause qui est importante. Est-ce que tu sais peut-être expliquer c'est quoi CCCPH ? C'est les réunions qui se passent à l'administration communale, c'est les commissions consultatives communales pour les personnes en situation de handicap, où nous parlons de problèmes qui touchent le handicap au point de vue communal, au point de vue accessibilité, des informations, des lieux publics et tout autre problème administratif qui pourrait s'y joindre, comme la fracture numérique. Merci, c'était très bien expliqué. Peut-être Madame Marlière. En fait, les personnes en situation de handicap sont des citoyennes au même titre que tout autre citoyen et citoyenne. Et donc, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir participer, faire entendre leurs droits, leurs besoins, et la légitimité de leur participation est non négociable. Maintenant, est-elle facilitée ? Ça, on aura l'occasion d'en débattre. Mais effectivement, moi, comme président du Conseil national supérieur des personnes en situation de handicap, mais aussi investi au niveau des SNK en tant que présidente, et puis bon, j'y ai participé pendant un bon tiers de ma carrière, c'est extrêmement important, et je rebondis sur ce que mon collègue ici à ma gauche vient de dire. Les CCPH, cet organe, cet outil au sein des communes qui n'est pas obligatoire, soyons clairs, les communes ne sont pas obligées de les mettre en place, mais c'est extrêmement important. Et notre association, SNK, et largement le Conseil supérieur des personnes en situation de handicap, avec mes autres collègues d'association, nous sommes extrêmement demandeurs à ce que cet outil se mette en place dans les communes. Parce que c'est le lieu le plus proche du citoyen. Et la personne handicapée, en situation de handicap, et sa famille, c'est là qu'elle ressent les premiers effets contraignants d'un environnement non accessible, et je mets un grand S à non accessible, et c'est là qu'elles doivent pouvoir interpeller les responsables communaux pour que ces problématiques soient prises en considération et résolues. Alors, le droit de vote et la participation citoyenne des personnes en situation de handicap est un droit fondamental qui est reconnu par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et le Comité des droits des personnes handicapées, donc, qui est le garant de cette Convention des Nations Unies, rappelle que c'est un droit qui doit être interprété de façon très stricte, c'est-à-dire qu'il ne peut souffrir d'aucune exception. Donc, toutes les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder au droit de vote. Et derrière le droit de vote pour tous, il y a bien sûr un enjeu de démocratie, mais aussi et surtout d'inclusion.
Bonjour, moi c'est Benjamin Dumoulin, je vais me présenter. Donc, je suis assistant social dans une ASBL qui se nomme l'Amicale liégeoise des handicapés à Angleur. Et on est en service social pour les personnes handicapées physiques, on se déplace à domicile. Et je suis moi-même personne en situation de handicap aussi. D'où l'intérêt de venir parler aujourd'hui. Voilà. Oui. Alors, on a utilisé des grands mots depuis quelques minutes. Déjà, j'ai entendu Conseil supérieur national des personnes handicapées. Est-ce que c'est possible de décrire un peu ce que c'est concrètement? C'est un conseil d'avis qui est institué légalement, donc il a une base légale. On a un arrêté royal qui le met en place. Il est composé de membres néerlandophones, francophones et germanophones, 20 néerlandophones, 9 francophones, 1 germanophone. Ce conseil d'avis est compétent dans toutes les matières fédérales. Donc, on est uniquement compétent à donner notre avis, un avis, dans les matières fédérales, mais on a aussi un droit d'initiative dans tous ces domaines. Donc, en clair, même si on ne nous demande pas notre avis, et effectivement, je rebondis sur la Convention ONU des personnes en situation de handicap, il est reconnu formellement que les personnes en situation de handicap et les organisations qui les représentent doivent être interpellées et appelées à participer aux décisions politiques. Et donc, il y a un conseil consultatif, qu'on appelle Conseil supérieur national des personnes en situation de handicap, au niveau fédéral. Et je fais tout de suite une passerelle, parce qu'aujourd'hui, on s'est battu pour cela, Conseil national supérieur et associations et d'autres intervenants, pour avoir nos homologues au niveau région. Parce que ça n'était pas gagné. Il y avait des régions où il n'y avait pas de fonction consultative. Ce n'est que récemment que la communauté française a mis en place une fonction consultative. La région wallonne, il y a un petit peu plus longtemps, mais il n'y a pas 10 ans, il y a 3-4 ans. Et donc, il a fallu se battre pour cela. Et la manière dont c'est mis en place diffère d'une région à l'autre. Et un des enjeux majeurs, c'est évidemment d'avoir les moyens en termes de secrétariat pour pouvoir évidemment aider les membres à analyser les textes et pouvoir travailler à des avis qui sont publics. Les avis sont publiés et sont envoyés au ministre compétent. Voilà. Et donc, on a déjà un petit lien avec le Conseil consultatif wallon, c'est ça, Monsieur Sauvage, vous en faites partie? Alors, je ne fais pas partie du Conseil wallon, mais du Conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, j'ai la chance et l'honneur de présider le Conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mon collègue Jean-Marie Huet, lui, préside le Conseil wallon. Donc, on traite de compétences différentes et un des enjeux, c'est justement de travailler ensemble. Donc, en particulier avec mon homologue wallon. Donc, on travaille de manière récurrente ensemble pour ne pas multiplier les niveaux sans se parler. Et on a aussi, d'un point de vue plus interfédéral belge, vocation à créer quelque chose de plus structurel. On collabore aujourd'hui sous la forme d'une plateforme de tous les conseils de Belgique, des différentes entités, que ce soit nos homologues flamands, les Bruxellois, les Wallons, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou le Conseil supérieur national, pouvoir travailler ensemble et se parler pour comprendre quelles sont nos réalités. Et c'est notamment à travers cette plateforme que nous nous rendons compte des différences, notamment dans la manière dont on vient nous demander nos avis, simplement. Et la sensibilité des différents gouvernements, que ce soit dans leurs procédures ou dans la manière dont ils fonctionnent de manière plus générale, pour venir demander l'avis de la fonction consultative, on n'a pas la même réalité. Il y a aussi les moyens qu'on peut donner à ces fonctions consultatives. C'est important parce qu'on peut donner un rôle à un groupe de personnes, mais sans donner aucun moyen, on n'a pas une fonction consultative qui va être aussi efficace. Donc, par exemple, au sein du Conseil Fédération Wallonie-Bruxelles, une de nos fonctions, c'est de pouvoir mener des études et de rendre compte de la situation des personnes en situation de handicap dans le cadre des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on parle quand même de compétences importantes dans la vie de tous les jours, l'enseignement supérieur, le sport, la culture, les médias. Comment pouvons-nous faire une étude? Comment pouvons-nous rendre compte au Parlement
annuellement de la situation des personnes, alors que nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous n'avons pas le moyen de mener une étude. Et on n'a même pas le moyen de rémunérer quelqu'un pour, ne serait-ce qu'à temps partiel, s'occuper un peu mieux de notre secrétariat. Donc, on a la chance d'avoir la base pour faire fonctionner les réunions et suivre un petit peu notre travail, mais ça s'arrête là. Donc, évidemment, on connaît la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est déjà bien qu'il y ait cette fonction consultative. On ne crache pas dans la soupe, on est heureux, c'est un pas en avant. Après, il faut se rendre compte que l'efficacité de la fonction consultative dépend des moyens qu'on lui octroie et qu'il y a un niveau en dessous duquel l'efficacité ne peut pas être rencontrée et que les fonctions qu'on a attribuées théoriquement à la fonction consultative ne peuvent pas être rencontrées. Ça, c'est sûr. Trouver cet équilibre est évidemment compliqué dans un contexte budgétaire qui est complexe. Merci. Je vois déjà qu'on rentre beaucoup dans les détails des organismes. Mais peut-être de manière plus générale, qu'est-ce qu'on peut entendre par participation politique des personnes en situation de handicap au sens large? Est-ce que c'est forcément aller dans ces organismes ou est-ce que ça peut être pris de manière plus large? Je me permets du coup d'attaquer, en tant que politologue à l'Université de Liège, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment et qui m'interpelle. La participation politique, ce n'est pas du tout uniquement le vote. Ce n'est pas participer à ces organes, qui sont limités dans ces organes. Dans le Conseil Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une quinzaine de droits de vote. Donc, qui sont répartis entre l'administration aussi, qui a un représentant, mais les représentants de différents types de handicap, d'associations, de familles. Donc, il y a un équilibre à donner. Donc, vous vous rendez bien compte que 15 personnes sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est très peu. Donc, c'est évidemment pas en participant directement et en étant désigné dans ces instances que la personne en situation de handicap va participer. La participation politique, c'est beaucoup plus large. C'est avoir la possibilité de sortir de chez soi déjà et de rencontrer son voisin, de discuter avec son voisin. On commence là. C'est la première étape. La participation politique, c'est pouvoir avoir son mot à dire dans un débat, quel qu'il soit. Que ce soit dans la rue, à la boulangerie ou à la maison communale. Est-ce que j'ai accès aux débats communaux? Est-ce que j'ai accès à la salle du conseil communal? Est-ce que j'ai la capacité de m'y rendre et de pouvoir suivre ce qui s'y passe d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue de simplement l'accès physique? C'est beaucoup plus large que ça. Si je ne suis pas au courant, je ne suis pas informé, comment est-ce que je peux participer au débat? Donc c'est multifactoriel. Ce n'est pas simplement ni voter ni participer à une instance ou l'autre. C'est beaucoup plus complexe et ça implique un changement sociétal plus profond, c'est-à-dire l'avancée vers une société inclusive. C'est-à-dire qu'on prenne en compte la diversité des personnes pour pouvoir les inclure dans les débats au sens très large du terme et pas uniquement dans un moment spécifique qui est l'élection ou un moment spécifique qui va être la participation à une instance consultative. Là, par contre, où l'instance consultative a un rôle à jouer, c'est qu'elle doit servir de relais vers des associations qui elles-mêmes sont sur le terrain, qui elles-mêmes rencontrent les personnes et permettent à des gens qui parfois ont du mal à sortir de chez elles. Donc ces personnes n'arrivent pas à sortir de chez elles parce que la société n'est pas assez inclusive. Mais elles sont quand même en contact avec des partenaires associatifs, mais parfois médicaux, parfois d'autres. Et nous, on peut parler à ces partenaires et aux personnes à travers ces partenaires. Donc on a un rôle à jouer pour rendre visibles des personnes qui ont trop souvent la malchance d'être invisibilisées. Et c'est le rôle qu'on essaie d'avoir, qui n'est pas toujours évident à mener à bien, parce que pas toujours les ressources, le temps, mais on essaye de retrouver ces personnes, retrouver les associations qui connaissent ces personnes et faire remonter les revendications et les besoins. Et c'est pour ça qu'on existe. Merci. Benjamin, moi je te voyais hocher la tête, tu veux réagir? Moi je suis vraiment d'accord et ça fait vraiment écho avec ce que mon voisin vient de dire. Quand vous m'avez envoyé les questions préparatives, c'est vrai que j'ai vu politique et j'ai vu qu'on parlait du vote notamment, mais pour moi la politique c'est beaucoup plus large que ça. Et on peut parler de l'accès au logement, de l'accès aux loisirs,
de l'accès à la vie quotidienne pour les personnes en situation de handicap et à quel point on place l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société et dans la vie au quotidien de tous les jours. C'est une question qui doit se poser tous les jours et on voit qu'il y a encore des manquements qui sont là, même s'il y a des progrès aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de trop négatif non plus, mais pour moi, la politique, c'est vraiment beaucoup plus large que le simple fait d'aller voter. Après, comme le disait mon voisin, il y a des associations qui sont là aussi pour représenter ces personnes en situation de handicap, mais ça doit être beaucoup plus large que le simple fait d'aller voter. Oui, 2 points. D'une part, l'importance effectivement de porter la parole des personnes en situation de handicap. Et pour rebondir sur ce que Loïc disait, dans une fonction consultative, autant on peut essayer d'être multi-représentatif, on n'aura jamais toutes les situations particulières de handicap membres d'une fonction consultative. Et donc, il est extrêmement important, malgré qu'il y ait des personnes en situation de handicap et ou des associations, parfois spécifiques par rapport à une particularité de situation de handicap, de veiller à ce qu'on porte la parole de l'ensemble des situations de handicap. Et ça, c'est vraiment transversal à toutes les fonctions consultatives. Sinon, on rate le rendez-vous. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je suis très attentive aussi au fait que donner la parole aux personnes en situation de handicap, ce n'est pas uniquement les cantonner dans, entre guillemets, leur réalité de situation de handicap. Ce sont des citoyennes et des citoyens comme tout autre citoyen. Et donc, il arrive quand même assez régulièrement que lorsque on interpelle une personne en situation de handicap ou une association de personnes en situation de handicap, on lui réserve uniquement le champ du handicap. Mais ces personnes ont toute l'attitude, et d'ailleurs c'est leur rôle de citoyen, de s'exprimer tout à fait sur autre chose. Parce que régulièrement, oui, on va interpeller une personne en situation de handicap quand on touche aux situations de handicap. Mais vous entendez rarement, on a quand même rarement de personnes en situation de handicap que l'on interpelle par rapport à toute une série d'enjeux qui font partie de la réalité de tout un chacun. Par rapport à ce que vous dites, moi, ce que je retiens et ce qui est vraiment important de rappeler, c'est que le handicap ne définit pas une personne. Et voilà, c'est vraiment la conclusion de ce que vous dites, en sachant aussi que voilà, le handicap ne définit pas une personne, mais que quand on n'est pas en situation de handicap soi-même, c'est toujours très difficile de se mettre à la place de la personne qui est en handicap spécifique avec ses limites et ses compétences. Merci. Je voulais juste rappeler de nouveau un principe de la Convention des Nations Unies qui est le fait de rien pour nous sans nous. Et la participation citoyenne des personnes en situation de handicap répond justement précisément à ce principe d'associer les personnes en situation de handicap dans toutes les décisions qui leur concernent. Et donc, comme vous le disiez il y a 2 minutes, évidemment, la participation politique est très large. Elle peut aussi concerner le fait d'être impliqué dans la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur lorsqu'on séjourne dans une structure d'hébergement. Enfin voilà, c'est effectivement très large. Et je suis tout à fait d'accord avec aussi ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas tomber dans le travers de cantonner les personnes dans cette expertise-là sur les spécificités du handicap. Ça doit toucher tous les domaines. Merci. Pierre, tu voulais réagir ? Je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils disent ici autour de la table, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on est des citoyens, qu'on a des droits et des devoirs comme tout le monde, et donc on a le droit de prendre la parole et de s'exprimer aussi. Et souvent, on a même de bonnes idées, mais on n'ose pas y aller parce qu'on se dit « oui, je suis tellement différent qu'ils ne m'écouteront pas ». Mais je l'ai vu par ma propre expérience que ce n'est pas vrai du tout. Qu'ils prennent en compte nos idées et qu'ils essayent pour mieux de les réaliser. Ça a été une évolution chez toi, la participation politique? Oui, très grande. Difficile et par la suite difficile parce que j'étais dans un système d'accompagnement avant où j'avais vraiment strictement rien à dire, même chez le médecin. Et grâce à SNK, j'ai su vraiment évoluer de ce côté-là. Et en plus, l'apothéose, pour moi, c'est quand on a rencontré Karine Lalieu il y a 2 ans. Et nous avons pu vraiment discuter avec, et c'était vraiment enrichissant.
Et je me dis, moi, en tant que personne en situation de handicap, je sais même aller trouver un ministre au gouvernement fédéral. Oui. C'était vraiment un très beau jour pour moi et très important d'échanger quelques paroles avec elle. Donc on voit l'évolution. On parlait de débat peut-être déjà dans son centre, dans son quotidien, où là des fois c'est déjà compliqué. Et au final, quand on a les ressources ou l'entourage, on arrive à même rencontrer la ministre à la fin. Donc belle évolution, ça c'est chouette. Moi j'avais une question pour vous, Madame Marlière. C'est quoi les engagements de la Belgique concernant l'exercice des droits politiques des personnes en situation de handicap en ce moment? On en est où? Votre question, elle est fort générale. Parce que la réponse, je ne sais pas vous la faire en 2 lignes. Je ne vais pas vous faire un long exposé, mais quand on parle de la Belgique, les auditeurs, ici autour de la table aussi, nous savons très bien que la Belgique est complexe. Et donc, il n'y a pas une réponse. Mais je vais quand même distinguer 2 niveaux. On peut considérer que la Belgique a l'obligation, puisqu'elle a signé et ratifié la Convention ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap, elle s'est donc engagée formellement à mettre en application tous les principes qui sont contenus dans cette Convention. Donc, politiquement, la Belgique est responsable de la mise en application de ces dispositifs. Par ailleurs, comme nous avons différents niveaux de compétences, on ne peut pas dire que la réponse est la même à tous les niveaux. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est loin du compte quant au fait que la Belgique remplisse toutes ses obligations, loin s'en faut, et de 1. De 2, que, je vous disais, les différents niveaux de pouvoir, donc que ce soit les régions, et il y a des différences entre la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, la communauté française, il y a des différences avec le fédéral parce qu'on n'a pas les mêmes compétences et en plus, les politiques décident de leur avancer. Alors, je dirais que oui, on avance, mais évidemment pas à la vitesse qu'on aimerait et de la manière qu'on aimerait. Et par rapport à cette convention, parce que c'est vrai que c'est un peu technique, je vous disais que la Belgique est obligée et elle doit rendre compte à l'ONU. Et à l'ONU, eh bien, je vais faire un lien avec ce que Loïc évoquait au niveau des moyens que l'on dédicace aux fonctions consultatives. Les pays qui ont signé et ratifié doivent venir expliquer. Au point de départ, c'était tous les 4 ans. Maintenant, ça va être tous les 8 ou 10 ans. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais faire le lien. Là, les pays doivent venir expliquer comment, d'une part, ils mettent ça en place et qu'est-ce qu'ils donnent comme réponse aux recommandations qu'ils ont reçues suite à leur rapport précédent. Et c'est là qu'on voit, il est question de moyens, parce que vous m'avez entendu dire, on est passé d'un délai de 4 ans à un délai maintenant de quasiment 10 ans pour rendre compte, pour que les pays viennent expliquer ce qu'ils ont fait et que la société civile, c'est-à-dire les représentants de personnes en situation de handicap, viennent dire « oui, vous racontez ça, mais en fait, ça s'est pas fait assez, ça il faut encore renforcer, etc. » Pourquoi est-on passé de 4 à 10 ans? Eh bien, parce que le comité qui analyse, ce sont des personnes qui ont été désignées par les pays. On appelle ça le comité des experts. Et donc, ce comité, ils ne sont pas 350, d'accord? Et donc, ces personnes doivent recevoir les rapports, et ce sont des briques. Ils doivent les lire, comprendre, analyser, poser les questions. Et donc, effectivement, ces experts prennent du retard. Et pour revenir à votre question, parce que je continue ma réflexion, au niveau politique, oui, la Belgique avance. Mais je reviens sur ce que je dis, pas aussi vite que l'on voudrait, parce que, à la fois, il faut des moyens pour cela, et reconnaissons que le moment actuel, Loïc l'a évoqué, je l'ai évoqué, je ne serai pas la seule, on manque de moyens. En tous les cas, les moyens, c'est une question de choix.
Et je ne suis pas en train de dire yaka, mais ce sont des choix. Et aujourd'hui, pour ne pas le citer, nous avions encore réunion ce matin avec le cabinet de tutelle au niveau fédéral. Eh bien, sans une once d'inquiétude, le politique se demande si, en tous les cas, c'est assez net dans sa tête, il faudrait certainement que lorsqu'on renouvellera la fonction consultative fédérale, eh bien que les associations et les personnes handicapées donnent de leur temps de travail pour assumer la fonction pour laquelle on donne quasiment plus de moyens ou pas assez au secrétariat. Ça, c'est la réalité. Par rapport à ce que vous disiez sur une législation qui n'est pas toujours respectée, c'est peut-être un peu rabat-joie de dire ça, mais quelles sont les sanctions qui sont prévues en cas de non-respect? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut respecter tel décret ou telle législation, mais s'il n'y a pas de sanction derrière, si c'est juste symbolique, ça ne fait pas toujours effet. C'est des sanctions financières ou... Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Premièrement, en repartant de la question de départ, donc les obligations. Les obligations, c'est une question qui est à la fois simple et complexe parce qu'on a des obligations de la Convention ONU, mais pas que. On a aussi du droit européen, par exemple, qui s'applique à nous. On s'est engagé à le respecter. On a la Charte des droits fondamentaux. On a des droits dans les directives antidiscrimination. On a une loi antidiscrimination. On a un article de la Constitution qui a été ajouté dans notre Constitution belge sur le droit à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on a énormément d'obligations qui s'accumulent avec le temps et qui sont des obligations plus ou moins générales selon les cas. Donc, ça veut dire que la définition de comment on met en œuvre ces obligations, elle reste à définir. On ne l'a pas exactement. Donc, par exemple, prenons le cas de la Constitution. Tout le monde comprend, c'est plus facile que le droit international ou le droit européen. La Constitution dit que toute personne en situation de handicap a droit à l'inclusion. Donc, si je parle de l'enseignement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'un enfant en situation de handicap a toujours droit à être inclus dans une école ordinaire? Ça, la Constitution ne le dit pas. Et donc, qui va définir ces règles-là? Donc, ça demande un travail de définition beaucoup plus important pour rendre effectif ce droit sur le terrain. Donc, on a un droit général qui est extrêmement important, qui est une étape, mais qui malheureusement, dans les textes qui sont comme la Constitution, le droit international, ne reste pas encore effectif, donc n'est pas applicable en tant que tel. Il faut qu'on traduise ça dans chaque compétence, dans chaque situation, pour savoir comment on définit concrètement la mise en œuvre de ce droit. Et dans cette mise en œuvre, la question de la sanction arrive. C'est-à-dire comment on peut garantir que, par exemple, si on dit demain que c'est dans les tiroirs actuellement au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, on parle avec le cabinet Copiters d'un décret accessibilité, qui serait vraiment un grand pas en avant pour les deux entités en Wallonie donc, et Fédération Wallonie-Bruxelles. Disons que, par exemple, on rend dans ce décret accessibilité les petits magasins de quartier accessibles. On comprend que parfois, ça semble un peu risible de voir qu'une boulangerie de quartier a une marge de 10 cm. Ce n'est pas un investissement très important de mettre une rampe sur une marge de 10 cm, mais ce n'est pas fait. Est-ce que ça, on le rend obligatoire? C'est un choix politique. Est-ce que là, on va rendre obligatoire cette rampe? Parce qu'on considère que ce n'est pas déraisonnable de demander cette rampe. Autre question, est-ce que du coup, on va vérifier cela? La vérification, ça demande des moyens. Ça demande un système qui soit mis en place, à minima. Donc, comment on finance ça? Qui vérifiera? Et derrière, il y a la sanction. Est-ce que on se dit qu'un magasin, une boulangerie de quartier qui a peu de moyens et qui est au bord de la faillite peut-être et qui n'a pas fait sa rampe, on va lui imposer une amende. Et donc, évidemment, je prends des cas extrêmes, mais en France, ça s'est posé. Donc, il y a une loi qui a été mise en œuvre en France et où on a eu des fermetures administratives sur ces bases-là. Et la question qui se pose actuellement dans les débats sur notamment le décret accessibilité, c'est est-ce qu'on doit en arriver là? Certains diront oui, parce qu'en fait, sans sanction, on n'arrive à rien, et certains seront toujours en arrière, et d'autres diront non, travaillons sur une carotte. Travaillons sur quelque chose à donner en plus à ceux qui font l'effort. Donc, il y a un vrai débat à avoir sur comment on fait en sorte que les règles soient respectées, mais le vrai débat essentiel, ce n'est pas tant encore de parler de sanctions ou de carottes, c'est avant tout de définir
dans chaque compétence et dans chaque situation ce qui est attendu pour mettre en œuvre les grands droits qu'on a acceptés plus facilement parce qu'ils n'étaient pas définis. Donc on peut se permettre de mettre dans la Constitution qu'on a droit à l'inclusion parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. C'est un objectif général. Maintenant, reste à nous, dans toutes les entités, à rendre ça effectif sur le terrain. Et ça, c'est un grand travail pour chaque ministre. Et c'est la première étape, avant même de penser à la mise en œuvre, c'est que chaque ministre se sente responsable de la mise en œuvre de cet article de la Constitution dans le cadre de ses compétences, définisse ce qu'il souhaite faire pour atteindre cet objectif que la Constitution nous offre et le droit international, et ensuite voir comment mettre en place un système de suivi, d'évaluation et dans les pires des cas de sanctions. Le Conseil Fédération Wallonie-Bruxelles s'est positionné sur le fait de prévoir tout de même un système de sanctions à minima pour le non-respect, pour les cas les plus graves de non-respect des règles d'accessibilité. On verra ce que le politique fera vis-à-vis de ça, mais c'est donc une question qui est complexe, qui prendra beaucoup de temps, dans le sens où ça demande que chaque acteur prenne ses responsabilités et qu'on n'en est pas encore là. Donc actuellement, je ne peux pas dire que chaque acteur que j'ai pu rencontrer au niveau politique semble être conscient de l'importance de prendre ses responsabilités dans le champ du handicap. Et donc, c'est déjà une étape à passer qui n'est pas passée partout. Autant les fonctions consultatives que les associations, on doit s'inscrire et on s'inscrit dans la durée. Ne jamais, à un moment donné, bon, et je le dis moi-même avec un peu d'humour parce que combien de fois je râle, mais en tous les cas, moi, ça me permet d'expectorer mes aigreurs. Mais il n'empêche maintenant, sérieusement, il faut tenir bon. Ce que nous n'obtenons pas aujourd'hui, on reviendra demain matin, dans 3 ans, dans 5 ans. Si ce n'est pas moi, ça sera d'autres, et d'autres le feront tout aussi bien et mieux que nous. Et ça, c'est difficilement entendable lorsque l'on est soi-même confronté à une réalité aujourd'hui et maintenant. Mais ce n'est pas pour ça que les acteurs autour de ces situations individuelles n'ont pas une obligation, je dis une obligation, la politique, une responsabilité politique de maintenir ce combat, ces interpellations. Parce que je vous dis, ce que vous n'obtenez pas aujourd'hui, vous revenez après, vous revenez, ou bien dans la même législature, on n'entend pas, ça sera la prochaine législature. Et c'est vraiment dans la durée. Moi, je pensais qu'il faut quand même le rappeler aux instances le problème, parce qu'on se dit, oui, ça va arriver peut-être demain. Et puis ils oublient, et si on ne se fait pas remarquer de temps en temps qu'il y a ces problèmes-là, ils ne le feront pas parce qu'on n'en parle plus, donc ils estiment que ça n'a plus aucune importance. Je propose qu'on revienne un peu sur le droit de vote, qu'on entend plus facilement quand on parle de participation politique. Nous, on a eu une journée il y a quelques jours ici, la journée Estime de soi. On a accueilli des élèves d'écoles spécialisées. Ils ont fait un petit enregistrement radio pour parler de leurs droits, parce que c'était aussi la journée des droits de l'enfant il y a quelques jours. Et la question de la participation politique et du vote est arrivée. Et donc, je vous laisse peut-être écouter ce qu'ils ont à dire et puis qu'on en discute juste après. Le droit de s'expliquer et d'être écouté. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il va falloir aller voter aux prochaines élections ? C'était comment d'aller voter ? Tu y as été ? Ouais. Et oui, alors ? je suis obligée. Et t'en as pensé quoi ? Tu trouvais ça Complètement utile ? débile. Débile ? Je coloriais sur les feuilles. Et est-ce qu'on t'avait appris comment fallait colorier le bulletin ? Oui, sur le petit poids, ça dépassait de ça, alors ça ne peut pas être pris en compte. Ok, donc toi, tu as fait exprès que ce ne soit Oui. pas pris en compte. Et pourquoi tu voulais pas que ton vote y soit pris en compte ? Parce que je m'en fous de voter, ça ne m'intéresse pas. Tu trouves que ça n'a pas d'incidence sur ta vie de manière générale ? Non, pas du Ok. tout. Je m'en fous un peu tout ça. Toi, tu as déjà été voté ? Oui. Et Mais en fait, je ne comprenais pas, du coup, j'ai coché toutes les cases. Ouais. Bah, on t'a pas expliqué, tu n'as Non. pas eu un cours. Est-ce que ça, tu trouverais que ce serait utile d'avoir quelqu'un qui t'explique comment voter ? Bah, non, parce qu'en soi, j'ai pas eu le choix d'y aller, mais c'est pas quelque chose que j'ai aimé faire, quoi. Ah, d'autres qui ont déjà été votés ? Vas-y. Bah oui, j'avais pas le choix parce que ils avaient dit 16-17 ans qui devaient voter. Pour l'Europe ? Voilà, pour l'Europe. Parce que moi, à l'école,
on n'a pas en parlé. Il y avait personne à en parler. Donc voilà, donc je ne savais pas. Tu savais pas comment faire? Voilà. Et alors, comment t'as fait du coup? J'ai coché. Hein. Au hasard, comme ça? Voilà, exactement, au hasard. Ok, sans savoir si tu avais coché comme il fallait. Voilà. Est-ce que tu trouverais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui t'explique comment on fait? Oui. Je me demande à quoi ça sert surtout. Parce que l'année prochaine, on va faire encore un autre débat, et pas après encore un autre, et pas après encore un autre. On va encore s'amuser d'accord à voter, alors qu'il y a des gens, ils n'en ont rien à faire. Ouais. Et tu as l'impression que ça change les choses? Strictement Que le pas. gouvernement ou les gens qui font les lois, ça a un impact sur nous? Non. Et donc, tu vois pas l'intérêt d'aller voter? Exactement. Ok. Et participer à la politique? Alors là, encore moins. C'est quoi qui te parle pas du tout là-dedans? À peu près tout. Ça veut dire quoi faire de la politique pour toi? Ah ben, là, comme ça, je pourrais pas vous expliquer. Là, sur ce coup. Et toi? Je sais pas. Par exemple, les présidents, bourgmestres, etc., non? Ouais. Et ça sert à quoi? À diriger, entre guillemets. Ouais. Et toi, ça t'intéresserait de pouvoir donner ton avis Oui, en participant au truc annuel, quoi, pour voter. Et t'aimerais bien faire partie des décisions autres que d'aller voter? Je sais pas. Oui. D'autres qui ont des idées pour Non. faire évoluer leur ville Moi, ou, je veux juste que Poutine arrête de nous menacer. Ok. Et ça, tu crois qu'en votant ou en participant en politique, ça pourrait changer? Ouais. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça a un impact sur ta vie, les gens pour qui on vote? Ben, ça va quand même rien changer, donc on a beau voter, rien va changer. Donc voilà. Et c'est genre quoi pour toi qu'il faudrait que ça change et que ça changera jamais? La guerre? La guerre? Oui, pour moi, ça va pas changer, puisque nous aussi, on va avoir une guerre ici en Belgique. Donc pour moi, ça changera pas. Donc voilà. Peu importe qui on vote? Oui, ça restera la même chose, oui, donc voilà. Et toi, tu trouves ça important de voter ou tu te dis ça sert à rien? Ça sert à rien de voter, parce qu'il n'y a rien qui change en Belgique, donc voilà. Ok. Et t'aimerais bien qu'il y ait quoi qui change? Bah, je sais pas, parce que là, maintenant, comme ils ont dit, que personne sont au chômage qui va être viré, donc... Oui, les CPS, et ça, vont tomber à l'eau. Et ça, c'est complètement con. Ceux qui sont dans la famille, donc besoin d'aide et tout ça, ben, ils peuvent perdre tout ça et après, leurs parents qui allaient des aciers, ben, ils vont galérer 2 fois plus. Surtout pour les familles nombreuses. Ok. Et donc, si personne n'allait voter, il se passerait quoi? Franchement, ça ne changerait pas. Ça changerait pas. Tu penses que peu importe qui serait élu, il y aurait des mêmes lois, Oui. peu importe pour qui on vote, ils ont les mêmes idées, quoi. Oui, alors il faudra faire revenir les anciens. Et toi, tu vas aller voter? Je sais pas encore, parce que j'ai pas encore reçu la lettre. Et tu aurais envie d'y aller? Tu trouves ça important ou pas du tout? Alors là, j'en sais rien. Moi, je dis que c'est pas forcément important, mais la loi oblige qu'on aille voter. Donc, Ben, ça sert à rien. Même si on vote, ça va rien faire, ça va rester la même chose. Ils devront mettre une loi, toi, on va dire, moi, dans ces cas, qu'on n'est pas obligé de voter, parce que dire, moi, dans ces cas, on n'est pas vraiment intéressé par tout ça, on est encore jeune, on s'en fout un peu. Mais s'il y a des lois qui concernent alors les jeunes, ça veut dire que vous pouvez pas donner votre avis? Bah oui, franchement, oui. Franchement, je préfère encore ce n'est pas eux qui choisissent que nous, se taper ça, qu'on n'a pas envie. Surtout pour nous, ça ne nous intéresse pas encore vraiment. On n'est pas, on va dire, apte à 100% dans notre tête, à réfléchir, à qui voter de ça. Déjà entre 25 et 30 ans, là, oui, c'est bon, mais pas avant. Voilà, beau florilège d'idées et de la vision de la politique chez les jeunes. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir par rapport à ce que vous avez entendu. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est que les considérations que je viens d'entendre, ce sont des considérations que j'entends également de la part de citoyens qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, le problème, en tous les cas, les commentaires et la considération qu'ont nos concitoyens vis-à-vis de la politique, eh bien, je les ai retrouvés là, dans ce que j'ai entendu. Les témoignages, enfin les propos qu'on a pu entendre mettent pour moi en lumière un manque de préparation au vote en amont, donc un manque de préparation et d'information qui précède le vote. Comment susciter l'intérêt pour une chose dont la personne en fait ne comprend pas les enjeux? UNIA avait réalisé une étude pour les élections de 2018-2019 et cette étude montrait à quel point en fait elle manquait d'outils et d'informations pour s'entraîner au vote, pour avoir accès à des débats et des programmes qui sont accessibles, qui sont dans un langage compréhensible. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est non pas accès à tous ces outils
en amont du vote, elles ne peuvent pas avoir de l'intérêt pour le vote. Et c'est un petit peu ce qui ressortait de ce qu'on a pu entendre. Moi, j'ai compris qu'il y avait un manque d'intérêt, mais je crois que c'est parce que les programmes sont tellement vagues et que les gens n'y comprennent plus rien. Et puis ils se votent, ils se disent finalement le programme, ils n'en tiennent pas compte. Donc moi, je trouve qu'on devrait avoir les programmes de chaque parti en quelques lignes claires pour savoir vers quoi voter. Je sais bien qu'il y a des coalitions qui peuvent tout changer, mais à la base, il faudrait que chacun propose un programme clair et précis et concis aussi. Pour revenir à ce que ma voisine dit, ça met en évidence qu'effectivement, l'éducation à la citoyenneté, et je sors du champ du handicap, elle n'est probablement pas ou plus assez présente dans les cursus de formation au niveau des jeunes. Parce qu'effectivement, je rejoins Madame Orlin, mais c'est vrai pour tout le monde, se retrouver face à une échéance électorale, si on n'en a pas compris les enjeux, ça ne représente rien du tout. Si on ne comprend pas comment se déroulent les processus de décision au niveau des différentes régions, etc., ce que veut dire un compromis, etc., effectivement, ça perd du sens. Et pour revenir sur le côté concret, il y a des associations qui travaillent à la mise en place de démarches concrètes à la veille d'échéances électorales. Et en tous les cas, moi particulièrement, je me souviens d'un moment fort dans une commune, en région wallonne, avec l'aide de la commune et des SNK, nous avions mis 2 moments de formation pour des jeunes en situation de handicap, avec un handicap cognitif. Je suis encore aujourd'hui très fière et ça m'a profondément touchée. Nous avons eu donc des jeunes qui, au sortir de leurs 2 jours, sont venus dire « Mon père m'a donné sa procuration, c'est moi qui vais aller voter ». Et je trouvais, quand on est arrivé à ça, on se disait « On a travaillé de manière utile, c'est tout ». Je suis d'accord avec ce que vous dites et je ne veux pas être trop négatif aussi. Moi, personnellement, je trouve que la politique, c'est très important. J'essaie de m'y intéresser au maximum et je trouve très important d'aller voter. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les témoignages qu'on a entendus ici de la part de jeunes, on les entend aussi depuis très longtemps et de plus en plus de la part des personnes adultes qui savent très bien comment on doit voter et qui connaissent très bien les règles pour aller voter. Donc je pense aussi que ça traduit une certaine déconnexion et un découragement des citoyens aussi à l'égard du politique. Voilà, maintenant, c'est un constat parmi d'autres. Je ne veux pas être trop négatif non plus, mais oui, il y a des gens qui disent, jeune ou moins jeune, quoi que je vote, ça ne changera pas de toute façon et je ne serai peut-être pas suffisamment entendu. Et de toute façon, c'est eux qui décident et qui s'arrangent entre eux et ça ne changera rien. Et ce discours-là, il est aussi valable chez des personnes adultes qui savent très bien comment voter. Oui, donc il y a l'idée déjà de savoir comment voter, mais de pouvoir aussi redonner du sens. On parlait de participation politique au sens large, c'est peut-être déjà redonner du sens à ça et ce sentiment de pouvoir agir dessus pour qu'on puisse relier un peu le lien entre le vote et les décisions politiques. Alors, je sais que Unia, vous disiez, vous aviez fait un rapport suite aux dernières élections et notamment depuis 2019, les personnes sous protection judiciaire peuvent conserver le droit de vote. Est-ce que dans les faits, c'est un réel progrès ? Alors en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc depuis, il y a une loi qui est sortie en 2023, en fait, qui a un petit peu renversé ce qui existait préalablement, c'est-à-dire que maintenant, le juge de paix qui met une personne sous un régime d'administration de la personne peut décider de la priver de son droit de vote. Alors c'était déjà le cas avant, il avait la possibilité de la priver de son droit de vote, mais il devait s'exprimer en plus, il devait le faire de façon explicite. Ça nécessitait une démarche de sa part. Ici, maintenant, la loi a changé et l'exercice de la participation politique fait partie de tous les petits items sur lesquels le juge doit prononcer la capacité ou non de la personne. Donc, en quelque sorte, il est invité à
ou non, hein, mais à se prononcer sur la capacité d'une personne à voter. C'est un petit peu technique, mais la loi a changé. Elle est allée un petit peu à rebours des exigences de la Convention des Nations Unies. Et depuis cette loi, les personnes qui ont été placées sous régime d'administration ont été privées du coup de l'exercice de leur droit de vote. On n'a pas eu, nous, personnellement, à UNIA, de signalement de personnes qui ont été privées de leur droit de vote, mais on sait qu'il y en a eu. Et le Comité des Nations Unies, lorsqu'il a évalué la Belgique, dont parlait Madame Marlière, en 2024, il a soulevé cette loi comme étant une régression par rapport à l'exercice de la participation citoyenne des personnes handicapées. Et dans ses recommandations, il demande d'abolir cette loi qui est contraire aux droits fondamentaux. Ok, oui, donc au lieu de signaler l'incapacité, maintenant on doit signaler la capacité de la personne, sinon elle ne l'a pas directement. Avant, elle était présumée capable à défaut d'action du juge. Et maintenant, le juge, elle est présumée capable ou incapable, c'est le juge qui doit se prononcer systématiquement là-dessus. Et ça pose évidemment la question de savoir à partir du quand on peut juger une personne capable ou non de voter. Quels sont les outils dont dispose un juge pour dire que la personne est ou non capable de voter, selon quels critères et quel pouvoir aussi dont dispose le juge de paix de pouvoir retirer ce droit fondamental à une personne. C'est quoi les plus grandes difficultés qu'on peut avoir en ce moment quand on est en situation de handicap pour avoir le droit de vote ou le droit de s'y rendre en tout cas? Alors, je pense qu'en termes d'accessibilité physique, il y a eu des réelles avancées, je pense. Il y a eu des enquêtes, d'évaluation, etc., qui permettent de dire que maintenant, il y a encore des obstacles, mais il y a eu des avancées. Les obstacles, c'est par exemple ce qu'on a pu entendre, c'était le vote électronique des ordinateurs qui étaient trop inclinés ou bien trop de luminosité dans les isoloirs, etc. Moi, je pense que les deux principaux écueils, ils se situent en amont du vote. Le premier, c'est l'accessibilité des débats politiques et des programmes politiques à tout type de handicap. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tout simplement pas compréhensibles et que les médias n'ont pas pris leur part de responsabilité non plus pour rendre les débats politiques accessibles. Mais accessibles, comme vous le disiez, à toutes les situations de handicap. Donc, c'est-à-dire les situations de handicap intellectuel, mais aussi auditives, visuelles, etc. L'autre problème, beaucoup de personnes n'avaient pas accès à l'information quant à l'accessibilité des élections. Et donc, en fait, elles ont renoncé à exercer leur droit de vote parce qu'elles ne savaient simplement pas si elles se présenteraient dans un bureau de vote qui est accessible ou non. On parle vraiment d'accessibilité de l'information alors de base, oui. Vous parliez aussi de difficultés en amont, ce qui peut être très compliqué pour une personne en situation de handicap. En termes d'accessibilité des bureaux de vote, effectivement, je pense qu'il y a des gros progrès qui ont été faits et ça, c'est très bien. Mais c'est comment on va se rendre au bureau de vote, quel moyen de transport on va trouver, ça peut être une grosse difficulté aussi. Quelqu'un qui est dans une chaise électrique va devoir faire appel au service de transport adapté pour se rendre jusqu'au bureau de vote. Ça peut être très problématique, surtout si la personne n'a pas ou très peu de réseau familial ou très peu d'amis, ça arrive. Une personne isolée, voilà. Et là où la situation est particulièrement compliquée aussi, c'est pour les électeurs qui vivent dans des structures d'hébergement collectif, c'est-à-dire que les élections ont lieu un dimanche, où par définition, il y a beaucoup moins de personnel qui soit disponible pour véhiculer ces personnes dans les lieux de vote, sachant qu'en plus, leur lieu de résidence n'est pas forcément leur lieu de domicile. Et donc, parfois, ils sont amenés à faire beaucoup de trajets pour accéder à leur bureau de vote. Et les éducateurs ou le personnel présent le dimanche ne parvient pas à satisfaire la demande. Et donc, c'est possible que, du coup, on recourt au certificat médical pour compenser cet écueil. Au niveau de la participation politique plus au sens large, redonner du sens comme on voyait, ou comment on peut impliquer les personnes en situation de handicap à agir dans des instances politiques, et quand elles le font, est-ce qu'on leur donne la parole comme il se doit? Est-ce qu'elles sont réellement entendues pour pourquoi elles sont là, ou il y a encore des choses pour lesquelles on pourrait avancer? Je reviendrai avec 2 points d'attention. D'une part, effectivement, les personnes en situation de handicap sont peu présentes de manière réelle dans les endroits
dans les partis, dans les candidats, etc. Et quand ils le sont, et c'est ce que j'évoquais en début d'émission, quand ils le sont, eh bien, à ce moment-là, la plupart du temps, ils sont cantonnés quasi d'office au fait de la problématique du handicap. Il y a quelques exceptions. Dans certains pays, on a eu des ministres ou un ministre qui était ministre en situation de handicap et il n'avait pas la compétence du handicap. Ça, à ce moment-là, c'est l'inclusion. Là, la dimension du handicap est rentrée dans le champ politique. Aujourd'hui, force est de constater que quand une personne en situation de handicap est reprise sur des listes électorales, d'une part, il faut se demander si elle est en ordre utile, et deux, si elle est désignée, qu'est-ce qu'elle aura comme fonction, quelle attribution va-t-on lui donner? Je pense qu'en résumé, ça rejoint ce que Pierre disait tout à l'heure en début d'émission. La personne en situation de handicap doit pouvoir avoir le sentiment d'être entendue et que sa voix, entre guillemets, il y ait une légitimité et qu'on ne la cantonne pas, comme le disait madame, à un domaine purement lié au handicap. Et comment on peut donner justement ce sentiment de légitimité à participer à la vie politique? Parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent, de ne pas se sentir légitime, de pouvoir donner son avis là-dessus. Alors je pense que cette question elle est importante. Pourquoi certains se sentent légitimes, d'autres moins légitimes? Étant donné qu'à travers le Conseil Fédération Wallonie-Bruxelles, on travaille évidemment sur l'enseignement, je reçois énormément de témoignages d'enfants en situation de handicap qui ont évolué avec un handicap et qui arrivent à l'adolescence, à l'âge adulte, en amenant un témoignage d'exclusion. Le fait d'avoir eu un handicap tôt dans la vie a tendance à malheureusement faire passer un message à ces jeunes qu'ils ne font pas partie de la société. On a un système scolaire qui reste ségrégué, un des plus ségrégés d'Europe, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. C'est un réel problème, on doit travailler sur la déségrégation, ça ne veut pas dire qu'on doit faire disparaître le spécialisé, mais il faut travailler à la déségrégation, on ne doit pas mettre de côté les personnes en situation de handicap. Et j'ai eu des témoignages de première main, de parents, de jeunes, qui m'ont clairement dit « on m'a exclu d'école normale. Ils n'ont pas eu l'impression qu'on leur donnait un droit supplémentaire ou qu'on les aidait plus. Ils se sont sentis exclus. » Et j'ai eu des témoignages aussi d'enfants qui ont abandonné, qui se sont dit « ben oui, mais en fait, du coup, moi, j'aurai jamais une place. Je ne vais pas me prendre la tête. » Pire, j'ai eu des témoignages d'enfants qui demandaient à apprendre et à qui on disait « t'embête pas, t'embête pas. » Qu'est-ce qu'on fait passer à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? On les exclut alors qu'eux-mêmes veulent essayer de s'inclure, veulent bien participer. Ces personnes, elles ont toutes quelque chose à apporter à la société. Et même ceux qui sont prêts à travailler, ceux qui sont prêts à donner à la société, on leur dit « t'embête pas, va un petit peu sur le côté là-bas parce que, bon, c'est là que ça commence. » Ces personnes, elles ne se sentent pas écoutées, donc elles ne se sentent pas incluses, elles se sentent illégitimes parce qu'elles se disent « on leur a envoyé ce message-là. En fait, vous ne faites pas réellement partie du groupe. » Que ce soit volontaire ou involontaire, parfois c'est involontaire, mais on leur a envoyé ce message-là. Une personne qui a eu un handicap plus tard dans la vie aura plus facile de se sentir légitime parce qu'elle a simplement été sociabilisée dans un contexte où on lui a donné une place naturelle et normale dans la société, dans un groupe, elle se sent légitime. Et puis elle arrive en situation de handicap et peut-être que là, elle se dit « bon, je vois qu'on ne me donne pas toujours la parole, on m'infantilise. » Simplement parce qu'on me voit en situation de handicap. Mais je me souviens que, en fait, c'est pas normal. Mais imaginez un enfant qui se construit avec cette infantilisation, qui se construit dans une société ségrégée. C'est encore le cas aujourd'hui. En Belgique, malheureusement, on est encore dans une société où il y a une ségrégation sociale de la personne en situation de handicap dans beaucoup de domaines.
on doit essayer de lutter contre ça, on doit essayer de faire comprendre de manière positive, en prenant les gens dans une dynamique positive, pas en les culpabilisant, mais en essayant de leur faire comprendre que c'est ensemble que nous aussi, on peut apporter quelque chose, les personnes en situation de handicap, et qu'il y a de la légitimité à porter une voix, à porter un élément dans un débat. Et donc, ça commence dès le plus jeune âge, en incluant les personnes de la société, qu'on peut les persuader qu'ils sont légitimes aussi à participer. Et quand j'entendais les témoignages de ces enfants du spécialisé qui disent en fait ça m'intéresse pas, évidemment je suis totalement d'accord, en fait ça fait écho à ce qu'on entend aussi dans d'autres parts de la population, pas spécialement uniquement les personnes en situation de handicap, mais ce qui est certain c'est qu'il y a des situations qui deviennent quand même difficiles à entendre sur l'impact psychologique dans le développement d'un jeune ou d'un enfant, notamment de la ségrégation scolaire. Donc il y a des comités, des experts au niveau international qui régulièrement pointent du doigt la Belgique sur cette question-là. Il est temps qu'on prenne ça en main. C'était en fait le principe de la journée estime de soi, d'où viennent ces témoignages. C'est parce qu'en fait, on a mis en place ce projet-là depuis quelques années. Ça avait commencé avant le Covid. Parce qu'en fait, on se rend compte que les jeunes ont vraiment un manque de perspective d'avenir. En fait. Ils se disent, je sors de l'enseignement spécialisé, je ne suis rien, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire dans la société, à quoi est-ce que je vais servir. Parfois, ils prennent des décisions de se dire, à défaut d'autre chose, je serai papa, je serai maman. Et parfois, pas avec suffisamment d'armes pour affronter la vie future. Et donc, c'était vraiment clairement l'objectif de ces journées qu'on organise pour les jeunes, parce qu'on se rend compte que l'absence de perspective et le manque de perspective fait que ils ne peuvent pas être citoyens, ils ne peuvent pas participer. Et c'était flagrant dans le témoignage ici, et d'autant plus tout au long de la journée, prendre soin d'eux, leur donner la possibilité de s'exprimer, donner la possibilité de choisir pour des choses anodines. Et dès le plus jeune âge, c'est aussi le rôle de la VRAS dans l'enseignement et même en dehors, de travailler sur cette notion de choix pour des petites choses du quotidien, pour pouvoir alors ensuite accéder à d'autres droits et à d'autres possibilités, comme le droit de vote et le fait d'avoir une voix qui est légitime, et qui doit être entendue et pouvoir être exprimée en tout cas. Donc voilà aussi les raisons pour lesquelles on a fait le lien avec cette journée estime de soi qui nous semblait vraiment essentielle dans cette participation. D'ailleurs, dans les podcasts, il y a d'autres droits qui ont été évoqués. On a parlé de l'enseignement, et dont une des élèves qui disait mais moi en fait je m'ennuie et je me rends compte que ce que je vois en secondaire c'est la même chose que ma petite nièce de primaire, et en fait là l'estime en prend vraiment un coup, et donc on nous prend vraiment pour des débiles, et je vois pas ce que je fais à l'école, donc j'y trouve aucun intérêt. Et donc là c'est vrai que l'estime de soi et après l'intérêt qu'on peut avoir ou la légitimité qu'on peut avoir, se sentir légitime par rapport à d'autres, là était un peu plus conséquente. Donc ça fait écho à ce qu'on disait ce matin avec le sport inclusif, où l'importance d'être déjà mélangé dès le début et de voir que chacun apprend de l'autre, et ça faisait vraiment avancer les choses. Et puis on parlait beaucoup avec la chronique sur femmes et handicap, on parlait d'infantilisation, c'est revenu beaucoup, et donc ça rejoint pas mal de choses qu'on vient d'évoquer maintenant. Moi, ma question que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que le fait d'avoir des représentants politiques en situation de handicap permet d'éviter ce sentiment d'exclusion? Est-ce que ça pourrait jouer un rôle là-dedans? Comme je l'ai dit tantôt, chaque handicap est différent, et donc j'assiste là-dessus en premier lieu. Mais je pense quand même, de manière générale, qu'en politique qui serait en situation de handicap, par rapport aux citoyens en situation de handicap, il se sentirait peut-être mieux compris. Voilà, je vais vous donner un exemple concret. Donc moi, je fais des visites à domicile pour aider des personnes en situation de handicap dans les démarches administratives. En général, quand je vais en visite à domicile, je n'annonce pas mon handicap avant. Et donc, les personnes qui me voient sont surprises parce qu'elles ne s'attendaient pas, ou elles ne s'attendent pas à voir une personne en situation de handicap venir les voir. Parfois, elles sont même mal à l'aise parce que parfois, le logement n'est pas super accessible ou soit. Mais donc, du coup, elles me disent parfois, moi, ça me fait du bien de voir que j'ai l'impression que tu me comprends quand même mieux qu'un autre, et ça me fait du bien de voir que malgré ton handicap, tu es autonome. Donc, je pense que ça peut aider. Ça ne résout pas tout, et ce n'est pas une solution miracle. Mais je pense que, et ce n'est pas lié qu'au handicap, je vais être plus large, mais
quelqu'un qui a vécu un événement difficile dans sa vie. Deux personnes qui ont perdu leur papa ou leur maman très tôt se comprendront peut-être mieux parce qu'elles ont vécu la même épreuve l'une l'autre. Voilà, je pense que ça peut aider. Ce n'est pas une solution miracle, il n'y a pas de règle, mais ça peut aider d'avoir deux personnes en situation de handicap. Le politique et le citoyen, ça peut parfois aider. Ça fait un lien avec ce que Loïc évoquait. C'est que ça veut dire que la personne en situation de handicap, c'est possible. C'est légitime, normal, c'est possible. Maintenant, pour rebondir à ce que vous disiez, c'est pas parce que je vis une situation de handicap que celle ou celui qui apparemment vit la même situation, je suis censé pouvoir la représenter. Elle a tout à fait légitimité à faire valoir ce qu'elle a à dire. Et ça, c'est le côté peut-être quelquefois un peu pervers, c'est de penser que parce qu'on a une personne en situation de handicap, elle connaît toutes les réalités du champ du handicap. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais le fait qu'elle soit là avec des responsabilités, c'est très symbolique parce qu'elle montre, par sa présence et son travail, son implication, que c'est possible. Et les réflexions que Loïc évoquait sont extrêmement importantes parce que Loïc évoquait que ça commence à l'école, ça commence à la crèche. C'est à ce moment-là qu'on sort déjà des radars. L'enfant en situation de handicap a beaucoup plus de risques de ne pas rentrer dans un accueil de la petite enfance dit normal. Et c'est là que l'exclusion commence. Oui, je vais juste rajouter aussi que le fait d'avoir des mandataires politiques en situation de handicap, ça permet de visibiliser le handicap et éventuellement même de changer l'image que nous, on peut porter sur le handicap. Parce que c'est vrai que dans les médias, l'image qui est souvent véhiculée, c'est soit des super-héros, soit des victimes. Or, les personnes ont les mêmes combats que nous et ça nous ramène à cette réalité-là. Et qu'on n'est pas obligé de passer pour parler justement de son handicap, mais que voilà, ça reste quelque chose où on a une expertise tout autre, mais on est présent dans la société comme tout un chacun, quoi. Oui. Par rapport à la trajectoire de vie d'une personne en situation de handicap, dès la naissance ou dès la crèche ou dès l'école, je voulais aussi insister quand même sur... Ça me paraît important de le dire que l'entourage familial et l'entourage amical est super important. Et les compétences et les outils dont dispose cet entourage familial sont super importants. Moi, quand je suis né, mes parents avaient deux choix, soit me mettre dans l'enseignement spécialisé et puis j'aurais fait une trajectoire, ou me mettre dans l'enseignement ordinaire et j'en étais aussi capable. Hein, donc voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, grâce à cela, j'ai pu acquérir une certaine autonomie, une certaine indépendance et côtoyer beaucoup de personnes valides et avoir une trajectoire, entre guillemets, j'aime pas ces termes-là, mais plus ou moins normale. Mais donc, l'entourage familial et amical, il est très important. Le pays où on est né aussi, enfin voilà, c'est des débats beaucoup plus larges. Hein, on n'est pas là pour refaire le monde, mais c'est super important aussi d'être bien entouré dès sa naissance par la famille aussi, je pense. En tout cas, ça amène des ressources supplémentaires. Et que la famille ait des ressources, parce qu'effectivement, des familles se retrouvent quelquefois très, très démunies, ne fût-ce que par rapport à l'exemple de l'enseignement spécialisé. Combien de parents ne nous interpellent pas en disant, vous savez, moi j'ai une décision du PMS et l'orientation spécialisée nous est quasi imposée. Et on sait aussi que dans la plupart des cas, un enfant qui est rentré dans une trajectoire d'enseignement spécialisé, pour en sortir, ça c'est autre chose. Hein. Peut-être pour tout doucement conclure, je ne sais pas si à UNIA, vous avez récolté des chiffres sur la participation politique des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a des statistiques ou des chiffres qui arrivent à être recensés ou c'est quelque chose de compliqué ? Alors, on était effectivement habilité à recevoir des signalements. On n'en a pas reçu énormément. On en a reçu, mais pas de quoi donner des chiffres qui pourraient être révélateurs. Il y a eu une étude d'évaluation de l'accessibilité qui a été réalisée par le CAWAB. Je pense qu'eux ont plus une vision globale. Mais peut-être juste une situation que je n'ai pas évoquée par rapport au signalement qu'on a reçu, c'est les personnes avec une déficience visuelle qui ne pouvaient pas voter de façon autonome. Et ça,
c'est quand même aussi un enjeu parce qu'elles n'avaient pas accès à un support visuel accessible et donc elles étaient obligées de se faire accompagner par une personne quand c'était accepté par le président du bureau de vote. Évidemment, ça pose des questions en termes de secret du vote. Donc ça, c'est un signalement qu'on a reçu. Mais des chiffres, on n'en a pas eu. Pas en tout cas qui soient révélateurs de ce que les personnes ont pu expérimenter. Ça va. Est-ce que dans le public, il y a des réactions ou des questions que vous voulez? Oui, Christine. C'est vrai qu'on parlait dans l'enseignement dit général. C'est vrai que j'ai été pendant X années dans l'enseignement général. Puis à un moment donné, je n'ai plus le choix parce que les profs ont un petit peu démissionné dans l'enseignement général, pour moi. Je me suis retrouvée dans l'enseignement spécialisé, mais je tiens quand même à dire que tous les diplômes que j'ai eus, c'est grâce à l'enseignement spécialisé et que j'ai les mêmes diplômes. Pierre pourra même vous le dire, on ne nous faisait pas de cadeaux à l'IPES de Micheroux. Ça voulait dire que quand on devait passer devant des jurys, on passait devant des jurys, mais on a notre diplôme. Et moi, ça m'a aidée pour être justement la femme que je suis. Merci Christine. Pierre, tu veux réagir? Je suis entièrement d'accord avec Cricri que le niveau d'études était aussi poussé que dans l'enseignement normal et que nous avons autant de mérite que les autres. Et malheureusement, pour l'avenir, le mot spécialisé sur le diplôme a fait peur à certains employeurs, malheureusement. Pourtant, quand je vois les compétences que nous avons, je crois qu'on aurait dû passer des tests de compétences plutôt que voir bêtement spécialisé sur un papier. Le problème, le mot spécialisé dans leur tête veut dire inférieur, ce qui n'est pas vrai. Peut-être un tour de table pour conclure. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous feriez en priorité pour justement avoir une participation politique des personnes en situation de handicap idéale dans la société? Par quoi il faudrait commencer en priorité? Moi, je trouve qu'on devrait sensibiliser les personnes en situation de handicap en disant que c'est important qu'elles puissent partager et donner leur voix et rentrer dans la discussion et leur expliquer qu'elles ont droit à prendre la parole et ne pas que subir les lois et autres. Voilà. Merci Pierre. Moi, je repartirais de ce que Loïc évoquait. C'est continuer vraiment à se battre pour que l'inclusion des enfants, des jeunes en situation de handicap se fasse au plus tôt, avec des outils qui doivent être par moments spécifiques. Pas de souci, parce qu'effectivement, il faut des réponses par moment adaptées. Mais il faut que la démarche de la société vise l'inclusion. Peut-être de façon plus ciblée sur le vote, moi j'envisagerais peut-être de mettre en place des moyens de contrainte pour que les partis politiques rendent leur campagne et leurs programmes accessibles à la diversité des handicaps. Comme je le mentionnais tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas une réponse, même une réponse prioritaire qui soit simple. C'est une lame de fond, c'est un processus sociétal et il n'y aura pas de participation efficace et effective des personnes en situation de handicap tant qu'il n'y aura pas plus d'inclusion dans la société de manière générale, dès le plus jeune âge et de manière transversale. Donc si je devais sélectionner une chose qui pourrait contribuer à démarrer cette dynamique, c'est garantir ce qu'on appelle le handi-streaming partout, à tous les niveaux de pouvoir, et un réel handi-streaming. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme handi-streaming, ça signifie que chaque décideur prend à sa charge, dans le cadre de sa compétence, la question du handicap. C'est-à-dire que le ministre du Budget, comme le ministre du Handicap, comme le ministre des Sports, doit parler du handicap dans le cadre de sa compétence. Ce n'est pas uniquement le ministre handicap qui gère le handicap. Et le ministre de l'Enseignement a autant à gérer des citoyens en situation de handicap dans l'enseignement que le ministre du Sport, que le ministre des Médias, etc. Le handi-streaming, c'est
en réalité pas une obligation très importante d'un point de vue de la ressource qu'on va mettre dedans. L'intérêt, c'est de forcer à réfléchir, se forcer à poser la question. Donc, on doit forcer les personnes et les décideurs politiques à se poser la question de leur responsabilité dans cette marche vers l'inclusion, dans cette transition sociétale. Et c'est seulement quand on avancera tous ensemble dans cette transition sociétale par petits pas, parce qu'on ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais on peut avancer. Et si on avance tous par petits pas, on avancera beaucoup plus vite. Donc, je mettrai le handi-streaming en priorité simplement pour créer cette dynamique, pour avancer dans cette transition sociétale vers une société plus inclusive qui permettra aux personnes en situation de handicap de mieux participer parce que simplement l'accessibilité sera améliorée, on pourra sortir de chez soi, on pourra aller chercher son pain, comme on pourra aller voter. C'est transversal. Il y a tellement de belles choses qui ont été dites que moi je ne sais plus trop quoi rajouter, mais voilà, je vais rejoindre ce qui a été dit et ce que Loïc a dit notamment. Pour moi, l'inclusion, elle va se faire à tous les niveaux, presque dès la naissance, dans tous les domaines de la vie. Et si elle se fait dans tous les domaines de la vie, elle doit aussi se faire et elle se fera aussi politiquement. Mais je pense que la personne en situation de handicap doit sentir qu'elle a une vraie place, notamment politiquement, et qu'elle est légitime. Si c'est juste pour prendre une situation de handicap pour qu'elle fasse nombre sur les listes, ça n'a aucun intérêt et c'est pas comme ça qu'on va avancer. Eh ben, tu as très bien clôturé ça, Benjamin. Vraiment un tout grand merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de venir pour faire entendre l'importance de la participation politique des personnes en situation de handicap, mais aussi de leur légitimité dans la société. Merci à 48 FM et à toute l'équipe d'SNK et à la com de l'associatif Solidaris pour avoir permis que cette émission soit possible. Merci au public qui reste encore parmi nous. Merci aux intervenants d'être là. On vous souhaite en tout cas un bon 3 du 12 sous le signe de l'inclusivité. Merci à vous. Radio Papote, la radio handi-hip-hop. La radio anti-K-pop. Radio Papote, la radio handi-hip-hop. La radio handi-K-pop. Hip-hop.